Nous passons à la troisième partie de cette interview, donc à deux cette fois-ci. Donc une des grandes lignes du projet de François Hollande pour la présidentielle, c'est la jeunesse. C'est pourquoi on a interviewé le président de l'UNEF à Sciences Po, donc le syndicat étudiant, et on lui a posé donc plusieurs questions, notamment sur les propositions de François Hollande. La construction des logements, c'est une priorité, alors que ce soit 8 000 par an, ou 10 000 ou 15 000, c'est une urgence. Alors après, évidemment, il faudra adapter en fonction de ce qu'on peut faire. Le but, c'est d'en faire un maximum. C'est un enjeu prioritaire. Un jeune aujourd'hui qui ne peut pas payer son logement, c'est un étudiant qui va devoir se salarier et qui va donc avoir 2 fois moins de chances de réussir ses études. Et donc là, clairement, à ouvrir plus de chambres universitaires, c'est vraiment une priorité. Et c'est plutôt un point favorable dans le programme du Parti Socialiste. Et par contre, les annonces sur les créations de logements, ça fait un certain nombre d'années qu'il y en a. On pense notamment au plan Ancio. Il y a quelques années, c'était un objectif, je crois, de 13 000 nouveaux logements étudiants d'ici 2012, qui sera absolument pas atteint. Donc il faut faire cette annonce, c'est très bien. Il faudra mettre les moyens derrière. Et c'est vraiment essentiel si on veut éviter que les jeunes aujourd'hui aient assez salariés pour pouvoir payer leur logement. Alors comment vous réagissez à cette question des 8 000 logements étudiants? Je voudrais quand même faire une remarque pour qu'on se comprenne bien. Il y a un projet socialiste. Il a été adopté par le Parti socialiste il y a quelques mois, à l'unanimité. Ce projet reste valable. C'est l'inspiration du candidat. C'est l'inspiration des socialistes. C'est un socle commun, c'est une référence. Mais il y aura un projet présidentiel qui sera légèrement différent, pour plusieurs raisons. La première raison, elle tient à la conjoncture mondiale. C'est pour ça que je ne veux pas donner, moi, maintenant, de chiffres. Là, le chiffre qui est cité de 8 000 logements, c'est ce qui figure dans le projet socialiste. Le projet socialiste, il était calculé sur une année de croissance de 2,5% en 2012. Et nous savons très bien que ce n'est pas ce dont nous hériterons. Donc par rapport à ce que dit le président de l'UNEF, là, l'idée qu'il faut se calibrer sur les moyens dont nous disposons, on en parlait tout à l'heure, c'est une évidence. Une évidence peut-être malheureuse, mais il faudra qu'il y ait des priorités en petit nombre, et François Hollande les indiquera en janvier. Mais là, le logement étudiant, c'est tout à fait fondamental. J'ai vu qu'ensuite on avait parlé d'une allocation d'études. Ça aussi, c'est en discussion. Il y a ce week-end le congrès du mouvement des jeunes socialistes. Il faudra qu'on trouve, avec les jeunes, comment nous pouvons accroître l'autonomie, sans forcément qu'il y ait une allocation universelle qui coûte des milliards et des milliards d'euros. Donc, je voudrais bien qu'on comprenne ça. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a eu des primaires. Et dès lors qu'il y a eu des primaires, le candidat, qui s'appelle François Hollande, n'a peut-être pas forcément, n'a même pas forcément exactement les mêmes options qu'un autre candidat. Si ça avait été Arnaud Montebourg, il aurait proposé la démondialisation. Il aurait changé le projet dans ce sens-là. Si ça avait été Martine Aubry, elle aurait sans doute été la garante sourcilleuse du projet, et ça aurait été normal. François Hollande est quelqu'un qui est socialiste. Son projet sera socialiste. Mais lui a fait des propositions propres. J'en ai cité 2 tout à l'heure. J'ai cité le contrat pour la jeunesse et j'ai cité les postes dans l'éducation nationale. Et ça n'était pas dans le projet socialiste. Donc, ayez un peu de patience. Vous aurez un projet du candidat qui sera divulgué le moment venu, vous savez plutôt au début de l'année 2012. Oui, début 2012. Début avant le 22 avril. Non, en 2012, au début de l'année. En attendant, on va vous poser des questions plus sur la campagne et le projet du Parti Socialiste pour 2012. Tout d'abord, les négociations avec les Europe Écologie Les Verts, notamment sur le retrait du nucléaire français. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il n'y a pas un compromis possible avec les Verts? Quelles échéances Le Parti Socialiste et François Hollande souhaitent un accord avec les écologistes. Parce que si demain il y a une alternance dans ce pays, et elle est souhaitable, cette alternance, c'est la gauche, toute la gauche, et puis c'est les écologistes. D'ailleurs, le Parti Socialiste s'est très fortement écologisé. Ces options sont aujourd'hui beaucoup plus proches de celles du Parti écologiste qu'elles n'ont jamais été. Et donc, on travaille à un accord complet avec les écologistes. Un accord complet, ça veut dire des circonscriptions pour faire une majorité gouvernementale et parlementaire, et ça veut dire un accord de gouvernement, c'est-à-dire un accord de fond. Il y a des pas énormes qui ont été faits. Je prends des pas dans le champ strictement politique. Par exemple, une partie de proportionnelle pour les élections législatives. Chiffre à trouver, mais qui permettra d'avoir des députés écologistes à l'Assemblée, représentant une sensibilité politique qui est forte dans ce pays. Pas seulement écologiste d'ailleurs, la proportionnelle.
Deuxième chose, des démarches sur les visions de société, sur l'immigration, sur les retraites. Et puis, enfin, il y a la question énergétique, qui est fondamentale. Mais même sur cette question énergétique, François Hollande a fait des pas considérables. On a souvent décrit les socialistes comme des nucléaristes à tout crin. Nous ne verrions que des champs de centrales nucléaires. C'est faux. Mais là, ça l'est complètement, puisque François Hollande dit, comme les Allemands, je veux réduire de 25% la part d'électricité d'origine nucléaire dans la production totale d'énergie électrique. Seulement en Allemagne, on passe de 25 à 20. En France, on passerait de 75 à 50. C'est une révolution culturelle. Pour ça, il faut fermer des centrales. Et François Hollande en a déjà indiqué une, celle de Fessenheim, en Alsace, qui se trouve sur une ligne de faille. Il faut arrêter de déployer l'EPR, le deuxième EPR, celui de Penly. Ce chantier-là ne sera pas réalisé. Il faudra faire un audit de sûreté sur toutes les centrales nucléaires, et donc en fermer d'autres encore, progressivement, au fur et à mesure qu'elles sortent de leur durée d'usage. Et enfin, si on fait tout ça, il faudra également aboutir à une production supplémentaire en matière d'énergie renouvelable, ça suppose un plan d'investissement. Bref, les socialistes ont fait des tas de propositions. Et moi, je ne voudrais pas que cette négociation bute ou ait buté sur une seule question, qui est celle de l'EPR de Flamanville. Cette EPR de Flamanville, c'est une technologie nouvelle, qui est une technologie utile pour la recherche, qui a déjà coûté très cher, puisqu'il y a 6 milliards d'euros qui sont engagés, le chantier est en route, c'est des milliers d'emplois, et pour des raisons industrielles, des raisons financières, des raisons écologiques et des raisons de recherche, François Hollande a dit, à ça, je ne renoncerai pas. Et il n'y renoncera pas. Sauf si, évidemment, des audits de sûreté faisaient apparaître des problèmes de sécurité tels que, pour cette centrale comme pour d'autres, on doive la mettre à bas parce que la sécurité est quelque chose avec quoi on ne doit pas jouer. Voilà où en sont ces discussions. Moi, je souhaite qu'elles aboutissent. Je souhaite que nos amis écologistes réalisent à quel point nous avons ouvert notre position de négociation considérablement, mais sur Flamanville, dans les conditions que j'ai évoquées, c'est-à-dire maintien, sauf si problème de sécurité, il y a une position de François Hollande qui est une position de fermeté, qui est une position de principe. Vous savez, j'entends des choses à droite en ce moment insultantes pour le candidat de la gauche. Un jour, on dit qu'il n'est pas un homme d'État. Le lendemain, qu'il n'a pas le sens de l'intérêt général. Le troisième, le ministre de l'Éducation nationale le compare à Babar. Il y a des références, M. Châtel, une culture vaste. Il est vrai qu'il compare Nicolas Sarkozy à Astérix. Il oublie de dire que c'est un Astérix qui aurait perdu la potion magique. Mais c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Et François Hollande montre, par exemple, sur cette question-là, qu'il a un cap, qu'il s'y tient, qu'il sait où il va. Oui à un accord avec les écologistes. Oui à une sociale écologie. Mais non à un désarmement énergétique. Et c'est cette position-là qu'il va tenir. En tout cas, ces négociations doivent aboutir à un compromis ou non à la fin de la semaine. Donc rendez-vous la fin de la semaine, on espère. Au moment où cette émission sera diffusée sur Sciences Po Télé, on saura si ce compromis a eu lieu ou pas, parce qu'en réalité, c'est mardi 15 que les Athéniens s'atteignirent, puisqu'on a une discussion au sein du Bureau national du Parti socialiste qui doit confirmer ou infirmer les conditions d'un accord. Mais est-ce que vous pensez que la constance de François Hollande sur des sujets tels que le nucléaire puisse compenser l'infléchissement qu'on a eu entre le projet socialiste qui a été présenté au printemps dernier et le futur programme du candidat Hollande? Je pense que si François Hollande a emporté les primaires, il faut quand même le rappeler, les primaires c'était un succès considérable, 3 millions de personnes chaque week-end pendant 2 week-ends. Ça a été des débats qui ont été suivis par énormément de Français. Et s'il a emporté cette consultation populaire, c'est parce que la vision qu'il a donnée, lui, du projet socialiste, a été celle qui a été approuvée par une majorité nette de citoyens de gauche. Et cette vision, c'est un triptyque. 1, la vérité. On ne peut pas raconter d'histoire sur les comptes publics, j'en ai parlé. C'est 2, la justice. Ce que les gens ne supportent plus dans le sarkozysme. Une majorité de Français qui ne sont pas tous de gauche. C'est l'injustice. C'est par exemple le paquet fiscal de l'été 2007 qui n'est jamais démontré. On y revient, il y a quand même une augmentation du prélèvement libératoire, par exemple sur les dividendes, qui a été présentée récemment, la semaine dernière. Mais que Nicolas Sarkozy, petit à petit, s'efforce de démanteler son propre plan, qu'il commence à toucher aux heures supplémentaires, qu'il ait renoncé au bouclier fiscal, c'est vrai. Mais encore une fois, ça prouve quoi? D'abord, on peut dire, il dira, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, il y a la crise, mais ça montre surtout que c'était mal fichu, que ça ne tenait pas la route. Et je note, s'agissant du bouclier fiscal dont vous ne parlez pas,
qu'il a été remplacé par une exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune de la moitié des assujettis à celui-ci, qui coûte 1,9 milliard d'euros en plus au Trésor public. Donc on a fait une économie de 500 millions d'euros, plutôt on a récupéré 500 millions d'euros à travers la fin du bouclier, et puis on a dépensé du même mouvement 2 milliards d'euros. Et c'est la même politique qui se poursuit. Et donc justice, c'est le deuxième thème. Vérité, justice. Et le troisième, c'est le redressement du pays. Parce que l'austérité, telle qu'elle est proposée par Nicolas Sarkozy, la rigueur sans contenu, sans sens, puisque je parle là comme François Hollande, cette rigueur-là, elle ne crée aucune perspective, aucun espoir. Aucun espoir pour la jeunesse, aucun espoir pour l'industrie. Et donc, c'est ça qui a été validé par les primaires, c'est ça qui sera l'axe de campagne de François Hollande, et c'est ça qu'il dira jusqu'au bout. Avec un rendez-vous, évidemment, qui est celui de la présentation du projet présidentiel, qui se déploiera d'abord par petites touches, parce qu'on est déjà en campagne en réalité, et puis qui, à un moment donné, sera dévoilé dans son ensemble. Et justement, concernant la campagne, une ultime question. Vous avez été le coordinateur donc, de la campagne de François Hollande pendant les primaires. Est-ce que vous le serez pour les présidentielles? Réponse demain. Moi, je connais la réponse. Mais tout le monde la connaît. Mais enfin, bon, il faut quand même aussi passer par des étapes officielles. J'ai toujours détesté les autonominations. Enfin, il se peut que... Hein, voilà. Il se peut bien. On va juste vous faire réagir sur la dernière question de l'interview. Désolée pour ce... Est-ce que le contrat de génération c'est une bonne idée ou pas? Tout dépend de sa mise en œuvre. On peut se poser plusieurs questions. On peut se demander si c'est un système viable, puisque si jamais on exonère les entreprises des cotisations sociales, etc. en faisant ça, est-ce que ça peut créer un effet d'aubaine qui va faire que tout simplement elles vont embaucher des jeunes comme elles en ont embauché normalement? C'est-à-dire que ça ne va pas favoriser l'emploi, ça va juste être qu'elles vont profiter de ça sans pourtant créer plus d'emplois pour les jeunes. C'est une vraie question. Est-ce que ça va vraiment avoir un effet supplémentaire positif? Est-ce que tous les seniors entre guillemets, est-ce que c'est des vrais tuteurs? Est-ce qu'on s'improvise tuteur comme ça en fin de carrière? C'est une question qu'on peut se poser aussi. Et aussi on peut se poser tout simplement la question, est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas considérer qu'un jeune qui a un diplôme, qui a fait plusieurs années d'études, est-ce que c'est pas tout simplement un travailleur comme les autres et qui doit pas, ça ne doit pas être une charge pour l'entreprise que d'embaucher un jeune, mais plutôt une chance, et que est-ce qu'on doit considérer que le jeune aujourd'hui, il doit, pour l'embaucher, il faut absolument exonérer l'entreprise des cotisations sociales? Ou est-ce qu'on peut simplement considérer que si l'entreprise elle embauche des jeunes, c'est parce que le jeune il a des qualifications et qu'on l'embauche pour travailler et pour faire son travail et qu'on lui fait confiance? Ça c'est une vraie question aussi. Voilà, concernant ce contrat intergénérationnel qui est une grande proposition de François Hollande. Beaucoup de vraies questions auxquelles il sera répondu, mais l'idée effectivement c'est de faire en sorte que l'embauche d'un jeune ne soit pas une charge mais une chance. Mais en même temps, on est dans un pays assez bizarre dans lequel il y a à la fois un taux de chômage des jeunes énorme, 25% à peu près, et dans certaines zones ou dans certains quartiers, c'est beaucoup plus. Moi, dans les quartiers populaires, les quartiers en rue de ma circonscription, de mon agglomération, ça peut monter à 40-50%. Et on voit bien aussi d'ailleurs qu'il y a des discriminations à l'embauche. Donc il faut faire des efforts très particuliers pour ces quartiers. Si par exemple nous réalisons des emplois jeunes, comme on dit, ou des emplois ciblés, des emplois cibles, il faut les flécher vers ces quartiers populaires. Mais je reviens à ce contrat de génération. Le paradoxe, c'est qu'il y a à la fois cet énorme chômage des jeunes, mais il y a aussi un sous-emploi des seniors. Et l'idée, c'est bien de mettre en place un mécanisme, mais on peut discuter des modalités. Ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre, qui permette à la fois de conserver le senior dans l'entreprise, de lui permettre de transmettre son savoir, et puis d'embaucher un jeune en même temps. Et c'est ça, le contrat de génération. C'est un contrat intergénérationnel, justement. Solidaire. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup, Pierre Moscovici, d'être venu. À très bientôt.